Juste un beau-père de seconde classe. Les mots dorés gravés sur la plaque de ma table brillaient sous les lumières du lustre en cristal du Grand Ballroom à Manhattan. Mon souffle s'est arrêté dans ma poitrine tandis que je relisais, espérant qu'il s'agissait d'une erreur grotesque des organisateurs du mariage. Mais ce n'était pas le cas. Quelqu'un avait délibérément remplacé ma plaque d'origine, Robert Chen, père de la mariée, par cette humiliation calculée. Le murmure des rires polis de la famille Wellington résonnait autour de la table principale, leur coupe de champagne Dom Pérignon tintant pour célébrer mon humiliation publique. Je m'appelle Robert Chen et, à 47 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une salle à $500 par personne, réduit à une blague de mauvais goût le jour le plus important de la vie de ma fille. Mais peut-être aurais-je dû m'y attendre. Après tout, pour les Wellington, une vieille famille du Connecticut ayant bâti sa fortune dans le pétrole et l'immobilier, je n'ai toujours été que l'immigrant chinois qui leur avait volé leur fille lorsque j'avais épousé Linda 17 ans plus tôt. L'homme qui avait osé adopter légalement Emma alors qu'elle n'avait que 8 ans, lui donnant mon nom de famille et tout mon amour paternel. Linda était morte dans un accident de voiture 5 ans plus tôt, laissant Emma officiellement orpheline. Mais moi, je suis resté son père. J'ai élevé cette fille comme ma propre chair et mon propre sang, payant ses études dans une université de l'Ivy League, ses cours d'équitation, ses voyages d'été en Europe. 17 ans à construire une famille, et maintenant il me réduisait à un intrus temporaire. Victoria Wellington, mère de Linda et désormais belle-mère du fiancé, observait ma réaction derrière son éventail de perles, ses yeux bleus glacés brillant d'une satisfaction malicieuse. À ses côtés, son mari Richard ajustait les poignets dorés de sa chemise, approuvant clairement l'humiliation orchestrée. « Eh bien, » dit Victoria d'une voix suffisamment forte pour que toute la table l'entende, « certains liens sont temporaires, n'est-ce pas? Surtout quand il n'y a pas de lien du sang. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les 300 invités se retournèrent discrètement, sentant le drame se dérouler. Emma, radieuse dans sa robe Vera Wang à $20 000, se trouvait de l'autre côté de la salle, en train de discuter avec le photographe, inconsciente du théâtre cruel qui se jouait à la table familiale. Ma première réaction fut de partir. Prendre ma dignité blessée, partir et nous épargner à tous cette gêne. Après tout, c'était ce qu'ils attendaient, n'est-ce pas? Le beau-père indigne fuyant la fête qu'il ne méritait pas d'assister. Mais je me suis alors souvenu d'une chose que Victoria Wellington ignorait. Une chose concernant les comptes bancaires de la famille auxquels seul moi, en tant que comptable agréé et conseiller financier d'Emma depuis toutes ces années, avait pleinement accès. Quelque chose à propos des investissements sûrs que Richard Wellington m'avait demandé de gérer discrètement au cours des 3 dernières années, confiant en mon expertise pour multiplier la richesse familiale loin des regards indiscrets du fisc. Alors que je m'asseyais lentement, pliant le badge humiliant et le glissant dans la poche intérieure de mon smoking de location, un sourire presque imperceptible effleura les coins de ma bouche. Il pensait connaître Robert Chen, l'immigrant respectueux, le beau-père reconnaissant, l'intrus silencieux dans la dynastie Wellington. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais appris bien plus que la comptabilité au cours des 2 décennies passées à travailler avec de vieilles fortunes américaines. J'avais appris où elles se cachaient réellement. Si vous suivez cette histoire de famille, de préjugés et de secrets financiers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple plaque de table allait devenir le catalyseur du plus grand revirement que les Wellington n'auraient jamais imaginé affronter. Car tandis que Victoria et Richard sabraient leur petite victoire, je passais mentalement en revue chaque document, chaque compte offshore, chaque don caritatif, suspect que j'avais traité pour eux au fil des ans. Et demain matin, lorsqu'ils se réveilleraient de leur gueule de bois au champagne Dom Pérignon, ils découvriraient que sous-estimer un comptable expérimenté avait été l'erreur la plus coûteuse de leur vie privilégiée. La vérité, c'est que les Wellington ne m'ont jamais accepté depuis le premier jour où j'ai mis les pieds dans leur manoir du Connecticut, il y a 17 ans. Je me souviens parfaitement de cet après-midi de dimanche où Linda m'avait emmené rencontrer ses parents. Richard Wellington avait ouvert la porte de la propriété de 10 acres avec ce même sourire faux qu'il affichait maintenant en observant mon humiliation lors du mariage. Ses yeux avaient parcouru mon corps de la tête aux pieds. Mon costume bon marché, mes chaussures ternes, ma posture légèrement voûtée de quelqu'un qui avait passé des années penché sur des calculatrices et des feuilles de calcul. « Alors, vous êtes le comptable », dit-il, marquant une pause avant de prononcer mon métier comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. « Linda nous a parlé de vous. » Victoria Wellington émergea du hall en marbre telle une apparition vêtue de cachemire beige, ses bijoux de famille tintant doucement tandis qu'elle tendait une main réticente pour saluer le « petit ami chinois » de sa fille. C'est le terme que je l'ai entendu murmurer à la femme de chambre lorsqu'elle pensait que je ne comprenais pas suffisamment bien l'anglais. Mais je comprenais. Et je comprenais aussi les chiffres figurant sur les déclarations de revenus que Linda avait inconsciemment laissées sur la table cet après-midi-là. Les Wellington avaient bâti leur fortune dans le secteur pétrolier dans les années 60. Mais ce que j'ai découvert en analysant discrètement leurs documents financiers, c'était une famille vivant bien au-dessus de ses moyens.
Le manoir était hypothéqué jusqu'au plafond. Les voitures de luxe étaient financées. Même les bijoux de Victoria étaient en grande partie des imitations coûteuses déguisées en pièces authentiques. C'était une façade élaborée, soutenue par le crédit et la prétention. Lorsque Linda est morte dans cet accident de voiture il y a 5 ans, j'espérais que notre douleur commune pourrait enfin rapprocher notre famille fragmentée. Emma avait perdu sa mère biologique, j'avais perdu ma femme et les Wellington avaient perdu leur fille unique. Naïvement, j'ai pensé que notre tristesse commune pourrait construire des ponts là où les préjugés avaient creusé des fossés. J'avais complètement tort. Les funérailles ont été mon premier indice réel de la façon dont les Wellington comptaient me traiter sans Linda comme médiatrice. Pendant le service religieux, ils m'ont placé au 3e rang, tandis que des parents éloignés, qu'Emma connaissait à peine occupaient les sièges de la famille au 1er rang. Au cours du déjeuner commémoratif, j'ai été présenté comme l'ami de la famille, ou simplement Robert, jamais comme le beau-père d'Emma ou le veuf de Linda. Mais c'est lors de la lecture du testament que leur véritable nature s'est révélée. Linda avait laissé son héritage, y compris sa participation dans l'entreprise familiale et un fonds fiduciaire considérable, répartis à parts égales entre Emma et moi. C'était un geste d'amour et de reconnaissance de notre relation, une déclaration légale que je faisais véritablement partie de sa famille de cœur. Richard Wellington est devenu rouge comme une tomate mûre lorsque l'avocat a lu cette clause. « C'est inacceptable », a-t-il grogné à l'avocat, ignorant complètement ma présence dans la pièce. Linda était clairement émotionnellement compromise lorsqu'elle a apporté ces modifications. Un étranger ne peut pas hériter des biens de la famille Wellington. « Papa », avait protesté timidement Emma, alors âgée de seulement 20 ans et encore traumatisée par la perte de sa mère. « Robert est mon père. Il m'a élevé depuis l'âge de 8 ans. » Victoria Wellington roula dramatiquement des yeux. « Chérie, tu dois comprendre la différence entre un vrai père et quelqu'un qui était simplement présent. Le sang, c'est le sang. L'histoire familiale, c'est l'histoire familiale. » C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris ma place dans la hiérarchie des Wellington. J'étais un intrus toléré uniquement tant que Linda était en vie pour me protéger. Désormais, j'étais un obstacle gênant entre eux et ce qu'ils considéraient comme leur appartenant légitimement. Mais ils ont commis une erreur cruciale ce jour-là. Ils ont complètement sous-estimé le fait qu'en tant que comptable agréé et conseiller financier, j'avais passé 5 ans à me plonger dans les finances de la famille Wellington. Linda m'avait demandé de l'aider à mettre de l'ordre dans les papiers de la famille, après que son père eût été diagnostiqué avec une démence débutante en 2018. J'ai découvert un réseau complexe d'investissements douteux, de dons caritatifs, à des organisations inexistantes et de transferts d'argent vers des comptes offshore qui n'avaient aucun sens pour une famille ayant des problèmes de trésorerie. Au cours des 3 années qui ont suivi les funérailles de Linda, les Wellington ont mené une guerre froide calculée contre ma présence dans la vie d'Emma. Ils la couvraient de cadeaux coûteux pendant les vacances, toujours à des moments où je ne pouvais pas rivaliser financièrement. Ils organisaient des réunions de famille, dans des restaurants exclusifs où ils savaient que je me sentirais mal à l'aise. Ils faisaient des commentaires subtils sur mon inadéquation culturelle en présence d'Emma, toujours déguisée en préoccupation sincère pour son avenir social. Les fiançailles d'Emma avec Bradley Morrison III ont été orchestrées comme une campagne militaire. Bradley venait d'une vieille famille riche de Boston, avait étudié à Harvard comme son père et son grand-père. Et surtout, il avait la peau claire et le nom de famille approprié pour restaurer ce que les Wellington considéraient comme la pureté de leur lignée familiale. Enfin, ai-je entendu Victoria dire à une amie lors de l'annonce des fiançailles, Emma peut se marier convenablement et corriger l'erreur de jugement de sa mère. Emma est venue me voir ce soir-là, pleurant silencieusement dans mon modeste appartement. « Papa, j'aime Bradley, mais je déteste la façon dont il parle de toi. Je déteste la façon dont ils me font honte de notre famille. Tu ne dois jamais avoir honte de qui tu es ou d'où tu viens, lui ai-je dit en tenant ses petites mains entre les miennes. La vraie famille ne se définit pas par l'ADN ou les comptes bancaires. Elle se définit par l'amour, la loyauté et le sacrifice mutuel. Mais tandis que je consolais ma fille adoptive, une partie calculatrice de mon esprit traitait des informations financières qui pourraient tout changer. Car pendant ces années de guerre froide, je n'étais pas resté inactif. J'avais utilisé mon accès aux comptes de la famille Wellington pour suivre chaque transaction douteuse, chaque investissement suspect, chaque mouvement financier qui défiait toute explication logique. Et ce que j'avais découvert, c'était une famille non seulement moralement ruinée, mais aussi littéralement au bord de la ruine financière. Ils avaient caché cette information à Emma, maintenant l'apparence de la richesse grâce à des emprunts croissants et des plans d'investissement de plus en plus désespérés. Le mariage d'Emma avec Bradley n'était pas seulement une question de statut social, c'était une question de survie financière. La famille Morrison avait accepté d'investir dans la société Wellington dans le cadre de l'accord de mariage,
un sauvetage déguisé en fusion commerciale. À présent, assis dans cette réception extravagante qui avait probablement coûté plus que mon revenu annuel, observant Victoria Wellington savourer mon humiliation publique comme un vin millésimé, je sentais la dernière pièce du puzzle se mettre en place. Ils pensaient pouvoir me jeter comme un déchet après des décennies de loyaux services à la famille. Ils pensaient que leurs relations sociales et leurs prétentions aristocratiques les protégeraient des conséquences de leurs actes cruels. Mais il y avait une chose que Richard et Victoria Wellington n'avaient jamais comprise à propos des comptables expérimentés. Nous ne nous contentons pas d'organiser des chiffres, nous découvrons des secrets. Et les secrets financiers, entre de bonnes mains, peuvent détruire des empires entiers bâtis sur des mensonges. Alors qu'Emma dansait sa première danse en tant qu'épouse, rayonnante dans son innocence face aux machinations financières qui entouraient son mariage, j'ai discrètement sorti mon téléphone portable de ma poche et j'ai commencé à taper un message à mon ancien collègue du fisc. Il était temps que les Wellington découvrent que sous-estimer un comptable chinois avait été l'erreur la plus coûteuse de leur vie privilégiée. Le message est arrivé sur mon téléphone à 23h37, 3 heures après qu'Emma et Bradley soient partis en lune de miel à Santorin. Robert, nous espérons que vous avez apprécié votre dernière participation à une réunion familiale des Wellington. Nous vous remercions pour vos services en tant que comptable de la famille, mais nous transférons nos affaires à la société Morrison et Associates demain matin. Votre présence à nos événements sociaux ne sera plus nécessaire. Le message était signé par Richard Wellington, comme s'il s'agissait d'un licenciement envoyé à un employé remplaçable. J'étais assis dans le salon de mon modeste appartement de Brooklyn, portant encore la cravate du mariage, lorsque ce message est arrivé. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je lisais et relisais ces mots froids et calculés. Après 17 ans passés à gérer les finances de la famille, après avoir élevé Emma comme ma propre fille, après avoir été présent à chaque anniversaire, remise de diplôme et événements importants de sa vie, j'étais licencié comme si j'étais un prestataire de services temporaires. Mais ce qui m'a vraiment détruit, ce sont les messages qui ont commencé à arriver les uns après les autres. Papa Robert, maman et papa Wellington ont dit que tu ne devrais plus me rendre visite sans prévenir. Ils pensent que maintenant que je suis marié, je dois établir des limites appropriées avec mes relations passées. Emma avait envoyé ce message à 2 heures du matin, heure de Santorin. Probablement après une conversation difficile avec son nouveau mari au sujet des attentes familiales des Morrison. Ils ont également mentionné qu'il serait préférable que tu cesses de te présenter comme mon père. Techniquement, tu es mon ex-beau-père maintenant que maman est décédée, et cela pourrait causer une confusion sociale inutile. Chaque mot était un coup de poignard dans la poitrine. Papa Robert, je t'aime, mais je dois penser à mon avenir social. Tu comprends, n'est-ce pas? Comprendre? Comment pouvais-je comprendre que la petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais portée dans mes bras pendant ses cauchemars, qui m'avait appelé « papa » pendant 17 ans, me réduisait désormais à une relation du passé? Mais le coup de grâce est arrivé le lendemain matin. Je préparais le café, le même café instantané bon marché que je buvais depuis des années, lorsque mon téléphone a sonné. C'était le docteur Patricia Hernandez, la pédiatre d'Emma pendant toute son adolescence. « Robert, je viens de recevoir un appel très étrange de la famille Wellington, m'a-t-elle dit d'une voix tendue. Ils affirment que vous avez falsifié les documents médicaux d'Emma pendant des années, en vous faisant passer pour son père légal sans autorisation appropriée. Ils menacent de poursuivre ma clinique pour avoir permis à une personne sans lien de parenté d'avoir accès à son dossier médical. » Mon sang se glaça. « Patricia, vous savez que je suis le tuteur légal d'Emma depuis 2008. Linda et moi avons rempli tous les documents nécessaires. Je le sais, Robert. J'ai tous les documents classés ici. Mais ils prétendent qu'après la mort de Linda, ces droits sont automatiquement devenus caducs. Ils disent que vous avez utilisé des documents périmés pour vous faire passer illégalement pour son père. C'était évidemment un mensonge. Mes droits en tant que père adoptif étaient permanents et juridiquement incontestables. Mais les Wellington avaient suffisamment de ressources pour me rendre la vie impossible sur le plan juridique, même s'ils savaient qu'ils finiraient par perdre. Ils ont également contacté l'école d'Emma, a poursuivi Patricia. Ils prétendent que tu as falsifié sa signature sur des documents scolaires et financiers pendant des années. L'université subit des pressions pour revoir tous les dossiers financiers liés à ses études. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris la stratégie des Wellington. Ils ne se contentaient pas de m'expulser de la vie d'Emma, ils essayaient de réécrire l'histoire, d'effacer 17 ans de paternité dévouée comme si j'étais un criminel qui s'était illégalement infiltré dans leur vie. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon propre patron au cabinet comptable où je travaillais depuis 12 ans. « Robert, je dois te parler. » m'a dit Marcus Chen. Aucun lien de parenté, juste une coïncidence de nom de famille. Je viens de recevoir un appel d'un avocat représentant la famille Wellington. Ils allèguent une faute professionnelle liée à la gestion de leurs comptes familiaux.
J'ai senti mon estomac se nouer. Marcus, tu sais que j'ai toujours géré leurs comptes en toute transparence et avec une documentation adéquate. Je le sais, Robert. Vous êtes l'un de nos comptables les plus fiables. Mais ils menacent de procéder à un audit complet de tous leurs clients si nous ne coopérons pas à leur enquête interne. Ils insinuent que vous auriez pu utiliser votre accès privilégié à leurs informations financières à des fins personnelles. C'était complètement absurde, mais les Wellington savaient exactement comment utiliser leurs ressources et leurs relations pour détruire ma carrière. Marcus, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Je n'ai jamais commis d'irrégularité avec les comptes de la famille Wellington ou de tout autre client. Il y eut un long silence. Robert, je vous fais confiance personnellement. Mais le cabinet ne peut pas se permettre une longue bataille juridique avec une famille qui a les relations des Wellington. Je vais devoir vous mettre en congé sans solde pendant que cette affaire se règle. Un congé sans solde. En d'autres termes, un licenciement temporaire qui pourrait devenir permanent selon la mesure dans laquelle les Wellington seraient prêts à mener cette guerre. Cet après-midi-là, alors que je marchais dans les rues de Brooklyn en essayant de comprendre comment ma vie s'était effondrée en moins de 24 heures, mon téléphone sonna à nouveau. Le numéro était inconnu, mais la voix était familière. Robert, ici Jennifer Morrison, la mère de Bradley. Sa voix avait ce ton poliment froid que les matriarches de la haute société maîtrisaient à la perfection. J'espère que vous comprenez que maintenant qu'Emma s'est mariée dans notre famille, il existe certaines attentes sociales qui doivent être respectées. Madame Morrison, Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, m'interrompit-elle. La famille Morrison a une réputation à défendre. Les associations avec des personnes faisant l'objet d'une enquête pour malversation financière peuvent être problématiques pour nos affaires et notre position sociale. Faisant l'objet d'une enquête pour malversation financière. Les Wellington avaient répandu leurs mensonges d'encore plus vite que je ne l'avais imaginé. Je vous appelle par courtoisie professionnelle pour vous suggérer d'éviter tout contact futur avec Emma et Bradley. Ce n'est pas une menace, vous comprenez, mais une mesure de protection pour toutes les personnes concernées. Emma commence une nouvelle vie, et des liens compliqués avec le passé pourraient nuire à son intégration dans notre famille. Des liens compliqués avec le passé. Voilà ce qu'était devenu 17 ans d'amour paternel dans le langage de l'élite, une complication gênante. Je suis sûr que vous voulez le meilleur pour Emma, a poursuivi Jennifer. Et le meilleur pour elle maintenant, c'est un avenir vierge, sans association qui pourrait nuire à sa position sociale. Quand j'ai raccroché, je me tenais au milieu du pont de Brooklyn, regardant la silhouette de Manhattan qui brillait au loin comme un château inaccessible. Autour de moi, des touristes prenaient des photos et de jeunes couples se promenaient main dans la main, mais je me sentais complètement isolé dans mon propre pays. C'est à ce moment-là, en regardant les lumières de la ville que j'avais contribué à construire grâce à mes impôts et à mon travail honnête, que quelque chose de fondamental a changé en moi. Pendant 17 ans, j'avais accepté ma position d'outsider dans la dynamique Wellington. J'avais avalé les commentaires subtilement racistes, les insinuations sur mon inadéquation culturelle, les tentatives constantes de me faire sentir que j'avais de la chance d'être présent dans leur vie privilégiée. J'avais accepté tout cela parce que j'aimais Emma et que je voulais la protéger de conflits familiaux inutiles. Mais maintenant, Emma avait choisi son camp. Et ce camp n'incluait pas l'homme qui avait sacrifié 2 décennies de sa propre vie pour élever, éduquer et aimer un enfant qui ne partageait même pas son ADN. En rentrant chez moi ce soir-là, mon esprit s'est mis à fonctionner d'une manière complètement différente. Non pas comme le beau-père reconnaissant et soumis que j'avais été pendant des années, mais comme le comptable expérimenté que j'avais toujours été professionnellement. J'ai commencé à me souvenir de détails spécifiques des dossiers financiers des Wellington que j'avais gérés pendant des années. Des virements étranges vers des comptes offshore que Richard m'avait demandé de traiter discrètement. Des dons à des organisations caritatives que je n'ai jamais pu retrouver dans les registres publics. Des investissements dans des sociétés fictives qui n'existaient que sur le papier. À l'époque, j'avais supposé qu'il s'agissait simplement de stratégies sophistiquées de minimisation fiscale que les familles riches utilisaient couramment. Richard m'avait toujours assuré que tout était parfaitement légal et que je n'avais pas à me soucier des détails les plus complexes. Mais maintenant, alors que ma carrière était détruite par des accusations de malversation financière, je commençais à voir ces transactions sous un tout autre jour. Et si les Wellington n'étaient pas seulement préjugés et cruels, mais aussi criminellement négligents envers leurs obligations fiscales? Et si les mêmes personnes qui m'accusaient maintenant de corruption étaient elles-mêmes coupables d'évasion fiscale à grande échelle? Ce soir-là, pour la première fois en 17 ans, j'ai commencé à faire des copies numériques de tous les documents financiers des Wellington que j'avais encore dans mes archives personnelles. Non pas en tant qu'employé obéissant classant des documents pour ses employeurs, mais en tant que comptable expérimenté documentant des preuves de crimes fiscaux potentiels. Car si les Wellington voulaient une guerre fondée sur des accusations de malversation financière,
j'étais plus que prêt à leur montrer à quoi ressemblaient réellement les malversations financières. Et tandis que Richard et Victoria Wellington trinquaient probablement ce soir-là, célébrant le fait d'avoir efficacement écarté le beau-père chinois indésirable de la vie de leur petite fille, ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de transformer leur comptable le plus fiable en leur pire cauchemar. Car un homme qui a tout perdu n'a plus rien à perdre. Et un comptable expérimenté ayant accès à 17 ans de registres financiers douteux est l'une des choses les plus dangereuses auxquelles une famille criminellement négligente puisse être confrontée. Au cours des 3 semaines qui ont suivi cette nuit-là sur le pont de Brooklyn, mon modeste appartement s'est transformé en salle de guerre financière. Ma table à manger a disparu sous des piles bien ordonnées de documents, de relevés bancaires, de déclarations fiscales et de correspondances que j'avais méticuleusement copiées au cours de mes 17 années en tant que comptable de la famille Wellington. Chaque document était classé par date, type de transaction et niveau d'irrégularité potentiel. Ce que j'ai découvert était encore pire que ce que j'imaginais. Richard Wellington n'était pas seulement un préjugé arrogant, c'était un criminel financier sophistiqué opérant sous le couvert d'une respectabilité médicale. Pendant des années, il avait utilisé mon expertise comptable pour traiter des transactions qui, analysées ensemble, révélaient un schéma systématique d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. La Fondation caritative Wellington, que j'avais aidé à créer en 2017, 3 millions de dollars de dons qui n'ont jamais été versés à aucune organisation réelle. Au lieu de cela, l'argent circulait à travers un réseau de sociétés fantômes aux îles Caïmans avant de revenir discrètement sur les comptes personnels de la famille. Les investissements médicaux, dans des startups de biotechnologie que Richard décrivait toujours de manière vague, il s'agissait en fait de paiements déguisés à des médecins qui gonflaient les diagnostics et les procédures inutiles, créant ainsi un système de fraude à l'assurance maladie qui s'étendait sur 4 États. Et ces honoraires de consultation, que je facturais chaque mois à la société Wellington Holdings, il s'agissait en réalité de pots de vin versés à des inspecteurs sanitaires et à des fonctionnaires chargés de la réglementation qui fermaient les yeux sur les infractions commises dans ces cliniques médicales privées. Pendant toutes ces années, j'avais été non seulement son comptable, mais aussi, sans le vouloir, son complice. Richard m'avait utilisé comme bouclier de légitimité, l'immigrant travailleur et fiable qui traitait la paperasse sans poser de questions gênantes. Mais maintenant, j'avais des questions. Beaucoup de questions. Le 4e lundi après le mariage d'Emma, j'ai passé mon premier appel stratégique. Bureau de l'agent spécial Karen Morrison, division des crimes financiers du FBI. Bonjour, agent Morrison. Je m'appelle Robert Chen et j'ai besoin de discuter d'un cas de fraude fiscale et de fraude à grande échelle impliquant des professionnels de la santé dans le Connecticut. Il y eut un silence. Monsieur Chen, faites-vous part de vos soupçons ou disposez-vous de preuves documentaires? Je dispose de 17 ans de documents financiers complets, y compris des virements bancaires, des déclarations fiscales modifiées et des correspondances détaillant un système de blanchiment d'argent de plusieurs millions de dollars via de fausses organisations caritatives. Une autre pause, plus longue cette fois. Monsieur Chen, pouvez-vous vous rendre à notre bureau de Fédéral Plaza demain à 14 h? Alors que je préparais les documents pour mon rendez-vous avec le FBI, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu avec l'indicatif du Connecticut. Robert. C'était la voix de Victoria Wellington, mais son ton avait radicalement changé depuis notre dernière conversation. Là où il y avait auparavant une arrogance glaciale, je détectais maintenant une note de nervosité mal dissimulée. Madame Wellington. Robert, Richard et moi avons discuté, et nous avons réalisé que nous avions peut-être été précipités dans notre décision de transférer nos affaires financières au cabinet Morrison. Vous connaissez nos affaires depuis tant d'années. Serait-il possible de reconsidérer votre décision? Il était fascinant de voir à quelle vitesse le désespoir financier pouvait transformer l'arrogance en humilité forcée. Madame Wellington, je pense que votre décision de mettre fin à notre relation professionnelle était très claire. Comme vous l'avez mentionné, certaines associations peuvent être problématiques pour votre position sociale. Robert, je t'en prie. Nous savons que nous n'avons peut-être pas été tout à fait justes lors du mariage d'Emma. Le stress de l'événement, tu comprends. Mais nous sommes une famille, n'est-ce pas? Nous pouvons surmonter les malentendus temporaires. La famille. Le même mot qu'ils avaient systématiquement nié pendant 17 ans était maintenant utilisé comme monnaie d'échange. Madame Wellington, je vous remercie de votre appel. Mais comme je l'ai mentionné, vous avez déjà trouvé une représentation adéquate. Je suis sûr que le cabinet Morrison répondra parfaitement à vos besoins spécifiques. J'ai raccroché et j'ai immédiatement su qu'ils avaient découvert quelque chose. Peut-être que le cabinet Morrison avait posé des questions gênantes sur certaines transactions. Peut-être que l'un de leurs stratagèmes commençait à s'effondrer sans ma supervision silencieuse. Ou peut-être que quelqu'un posait déjà des questions officielles. 2 heures plus tard,
Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Emma, qui appelait depuis Santorin. Papa Robert. Sa voix était tremblante, confuse. Je viens de recevoir un appel très étrange de mes grands-parents. Ils ont dit que tu avais peut-être mal interprété certaines situations récentes et qu'ils aimeraient t'inviter au dîner d'anniversaire de grand-mère Victoria la semaine prochaine. Un dîner d'anniversaire. Après m'avoir banni de tous les événements familiaux, on me rappelait maintenant. Non pas pour une réconciliation sincère, mais parce qu'ils avaient besoin de ma coopération silencieuse. Emma, ma chérie, tes grands-parents et moi avons eu quelques divergences d'opinion sur des questions familiales. Il vaudrait peut-être mieux laisser les émotions se calmer. Mais papa, ils avaient l'air vraiment désolés. Grand-père Richard a même mentionné qu'il avait peut-être parlé trop vite en disant que tu n'étais pas mon vrai père. Il a dit que tu avais toujours tant fait pour moi. La manipulation était aussi transparente que pathétique. Utiliser Emma comme intermédiaire pour essayer de me ramener dans le giron des Wellington avant que je ne puisse causer de réels problèmes. Emma, j'apprécie que tu veuilles unir notre famille. Mais certaines paroles et certains actes ne peuvent pas être simplement oubliés. Tes grands-parents ont clairement exprimé ce qu'ils pensent de moi. Papa, s'il te plaît. Je me sens tellement déchiré. Je vous aime tous, et je déteste devoir choisir mon camp. Et voilà, la même stratégie émotionnelle que les Wellington ont toujours utilisée. Mettre Emma au milieu, la forcer à choisir, utiliser sa loyauté filiale comme une arme contre moi. Emma, tu n'as jamais à choisir ton camp. Tu es une femme adulte mariée qui a sa propre vie à construire. Les complexités entre adultes ne doivent pas être ta responsabilité. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant plusieurs minutes. Les Wellington étaient clairement paniqués, essayant désespérément de me ramener avant que je ne puisse exposer leurs crimes. Cela confirmait que j'étais sur la bonne voie. Le lendemain matin, avant mon rendez-vous avec l'agent Morrison, j'ai fait une découverte qui allait complètement changer la portée de ma vengeance. Caché dans un dossier mal classé datant de 2019, j'ai trouvé une correspondance entre Richard Wellington et un consortium de médecins de 5 États au sujet d'un projet appelé Project Asclepius. Les lettres détaillaient un vaste système de fraude à l'assurance maladie impliquant de faux diagnostics de cancer, des procédures inutiles et des factures fantômes qui avaient permis de détourner environ 25 millions de dollars des compagnies d'assurance en 4 ans. Il ne s'agissait pas seulement des Wellington. C'était toute une organisation criminelle médicale, dont Richard était l'un des principaux architectes. Lorsque je suis entré dans le bureau du FBI cet après-midi-là, chargé de 4 boîtes de preuves documentaires, l'agent Morrison a pris une gorgée de café et m'a dit « Monsieur Chen, j'espère que vous avez apporté des preuves substantielles, car des allégations de ce type exigent. » Elle s'est interrompue lorsque j'ai ouvert la première boîte et lui ai montré les documents classés par ordre chronologique, chaque section étant marquée d'étiquettes colorées indiquant différents types de crimes. « Bon sang !» a-t-elle murmuré en feuilletant les papiers. « Depuis combien de temps collectez-vous ces informations ?» 17 ans, agent Morrison. Sans savoir que je documentais des crimes. J'étais juste un comptable de confiance qui traitait ce que mon employeur me disait être légitime. Elle a pris le téléphone. J'ai besoin de 3 agents supplémentaires ici immédiatement. Et appelé le procureur fédéral. Je pense que nous venons de découvrir la plus grande opération de fraude médicale de l'histoire du Connecticut. En rentrant chez moi ce soir-là, je suis passé devant la grande salle de bal de Manhattan où le mariage d'Emma avait eu lieu un mois plus tôt. Le même endroit où j'avais été humilié en tant que beau-père de seconde zone. Si vous suivez ce parcours fait de découvertes, de vengeance et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment une simple plaque de table allait devenir le fil conducteur qui allait démêler toute une toile criminelle. Car tandis que Richard et Victoria Wellington trinquaient probablement ce soir-là, convaincus d'avoir réussi à me faire taire grâce à leurs menaces et leurs manipulations, ils ne se doutaient pas que tous les documents que j'avais fidèlement conservés pendant des années étaient désormais entre les mains du FBI. Et demain matin, lorsqu'ils se réveilleraient dans leur manoir du Connecticut financé par de l'argent volé, ils découvriraient que sous-estimer un comptable chinois inadéquat avait été l'erreur la plus catastrophique de leur vie criminelle. Le véritable départ ne faisait que commencer. Il était sur le point de se terminer d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. L'opération Asclepio du FBI a débuté à 6 heures du matin, un jeudi gris de novembre. Je buvais mon café instantané bon marché lorsque le téléphone a sonné. C'était l'agent Morrison. Monsieur Chen, nous venons d'exécuter des mandats simultanés dans 17 endroits. La clinique principale des Wellington, leur résidence, les bureaux de la fondation caritative et les installations médicales de tous les médecins impliqués dans le complot. Voulez-vous suivre ? 40 minutes plus tard, je me tenais de l'autre côté de la rue, observant les agents fédéraux transporter des cartons et des cartons de preuves hors du manoir des Wellington dans le Connecticut. Richard est sorti menotté,
vêtue d'un peignoir en soie bleue, complètement désorientée. Victoria l'a suivie quelques minutes plus tard, criant à propos d'avocats et de droit constitutionnel, tandis que des voisins curieux filmaient tout avec leur téléphone. Mais la véritable satisfaction est venue 2 heures plus tard. Mon téléphone a sonné. C'était Emma, qui appelait de Santorin, complètement paniquée. « Papa Robert. Papa Robert. Tu as vu les informations? Ils disent des choses horribles sur grand-père et grand-mère. Qu'ils ont volé des millions de dollars, que la fondation caritative était une imposture. Ça doit être une erreur. Emma, ma chérie, respire. Où vois-tu cela? Partout. CNN, Fox News, même dans le New York Times en ligne. Ils disent que grand-père Richard dirigeait un réseau de fraude médicale depuis des années. Qu'il facturait de fausses procédures, des diagnostics de cancer inexistants. Sa voix se brisait. Robert, dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est une sorte de persécution politique. Il y eut un long silence. Pendant 17 ans, j'avais protégé Emma de la vérité sur sa famille. J'avais traité des transactions suspectes sans poser de questions parce que je ne voulais pas créer de conflit familial. J'avais ravalé les insultes et les humiliations pour maintenir la paix. Mais maintenant, je ne pouvais plus la protéger. Emma, je dois te dire quelque chose. Et tu ne vas pas aimer ça. Quoi? Robert, tu me fais peur. C'est moi qui ai fourni les preuves au FBI. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je pouvais entendre sa respiration haletante à travers le téléphone international. Tu as fait quoi? Pendant 17 ans, j'ai géré les finances de ta famille. J'ai traité des documents, des virements, des déclarations fiscales. J'ai toujours cru que Richard savait ce qu'il faisait, que tout était légal et légitime. Ma voix était désormais ferme, sans hésitation. Mais après le mariage, après avoir été humilié publiquement et banni de la famille, j'ai commencé à analyser ces documents sous un angle différent. En tant que comptable expérimenté, et non en tant que gendre obéissant. Papa Robert, non. Emma, ta famille a volé plus de 25 millions de dollars en 4 ans. Ils ont créé de faux diagnostics de cancer. Ils ont facturé des compagnies d'assurance pour des procédures qu'ils n'ont jamais réalisées. Ils ont utilisé la fondation caritative comme un système de blanchiment d'argent. Je pouvais entendre Emma pleurer à présent. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi les avez-vous détruits ainsi? Parce que je ne les ai pas détruits, Emma. Ils se sont détruits eux-mêmes. Je me suis contenté de documenter les crimes qu'ils ont commis. C'est à ce moment-là qu'un autre appel est arrivé. Richard Wellington, appelant depuis la prison. Emma, je dois prendre un autre appel. C'est ton grand-père. Robert, s'il te plaît, laisse-moi juste le temps de digérer tout ça. Je suis passé à l'appel de Richard. Robert. Sa voix était brisée, désespérée, complètement différente de l'arrogance dont il avait fait preuve lors du mariage. Robert, s'il te plaît, aide-moi. Ils disent que tu as fourni des preuves contre nous. Dr Wellington. Robert, s'il te plaît. C'était un malentendu. Au mariage, nous étions justes, c'était du stress familial. Tu sais à quel point ces situations peuvent être tendues. Dr Wellington, vous m'avez traité de faux beau-père devant 300 personnes. Votre femme a ri de mon humiliation. Vous m'avez banni de la famille après 17 ans passés à élever Emma. Nous avons commis une terrible erreur. Une erreur humaine. Mais cela va détruire toute notre famille. Non, Dr Wellington. Ce sont vos crimes qui ont détruit votre famille. Je me suis simplement assuré que justice soit faite. Robert, je t'en supplie. Retire ta coopération avec le FBI. Dis que tout cela n'était qu'un malentendu. Nous pouvons régler cela en famille. L'ironie était délicieuse. L'homme qui m'avait systématiquement exclu de la famille pendant 17 ans implorait maintenant la solidarité familiale. Dr Wellington, vous avez eu 17 ans pour me traiter comme un membre de la famille. Vous avez choisi de me traiter comme un intrus temporaire. Vous subissez maintenant les conséquences de vos choix. Mais Emma, pensez à Emma. Cela va détruire sa réputation aussi. Elle devra vivre avec cette honte pour le reste de sa vie. Et c'est là que Richard Wellington a montré une fois de plus sa vraie nature. Même en prison, confronté à des décennies de détention pour fraude médicale, il essayait de me manipuler en utilisant mon amour pour Emma comme une arme. Dr Wellington, Emma est une femme adulte intelligente. Elle survivra en apprenant la vérité sur sa famille. Mais vous passerez les 15 à 20 prochaines années en prison à réfléchir à ce qui vous a mené là. Robert, je me suis trompé à votre sujet. Complètement trompé. Vous n'êtes pas inadapté, vous n'êtes pas un intrus. Vous êtes
Je suis exactement le même homme que j'ai toujours été, Dr Wellington. La seule différence, c'est que vous voyez maintenant les conséquences de m'avoir sous-estimé. J'ai raccroché et le téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Victoria Wellington. Robert Shen, vous avez ruiné notre famille. Elle criait, hystérique. Des décennies de réputation détruite. Notre nom restera à jamais associé à la criminalité à cause de vous. Madame Wellington, votre nom restera associé à la criminalité parce que vous êtes des criminels. Je me suis simplement assuré que la vérité soit révélée. Vous avez fait cela par vengeance. À cause d'une stupide petite plaque lors d'un mariage. Non, Madame Wellington. Je l'ai fait par souci de justice. Pour toutes les victimes du cancer que vous avez trompées. Pour toutes les familles qui ont payé des primes d'assurance plus élevées à cause de votre fraude. Pour tous les médecins honnêtes dont la réputation a été ternie par association. Mais l'appel le plus important est arrivé 2 heures plus tard. C'était Bradley Morrison, le mari d'Emma, qui appelait depuis Santorin. Monsieur Shen, c'est Bradley. Je viens de... Bon sang, je viens de comprendre complètement ce qui s'est passé. Bradley. Monsieur Shen, je dois vous présenter mes excuses. Publiquement. Emma m'a parlé de la plaque lors du mariage, de la façon dont ma famille et les Wellington vous ont traité. J'étais présent, j'ai tout vu, et je n'ai rien dit. Sa voix tremblait. Maintenant, je regarde les informations, je lis les crimes que les Wellington ont commis, et je comprends que vous n'êtes pas seulement innocent de toute irrégularité, vous êtes le héros de cette histoire. Bradley, j'ai simplement fait mon devoir civique. Non, monsieur. Vous avez fait bien plus que cela. Emma m'a raconté comment vous l'avez élevé seul après la mort de Linda. Comment vous avez payé ses études, comment vous avez été présent à chaque moment important de sa vie. Et nous vous avons traité comme un intrus. Il y eut un long silence. Monsieur Shen, je veux que vous sachiez que, quoi qu'il arrive aux familles Wellington et Morrison, Emma et moi vous considérons comme notre véritable famille. Si vous nous le permettez. Pour la première fois depuis des semaines, j'eus les larmes aux yeux. Bradley, Emma sera toujours ma fille. Et si elle vous a choisi, alors vous faites aussi partie de ma famille. Merci, Monsieur Shen. Et, il y a autre chose. Quoi donc? Emma veut rentrer à New York immédiatement. Elle dit qu'elle a besoin d'être avec son vrai père pendant cette période difficile. Et je suis tout à fait d'accord. En raccrochant le téléphone, j'ai allumé la télévision pour suivre la couverture continue de Opération Asclepio. Les images montraient Richard Wellington transféré à la prison fédérale, les avocats de la famille faisant des déclarations désespérées sur son innocence et les présentateurs expliquant la complexité de la fraude médicale. Mais l'image qui m'a le plus marqué était celle d'une journaliste interviewant une femme de 60 ans, Patricia Martinez, qui avait été faussement diagnostiquée d'un cancer par l'une des cliniques de Richard Wellington. J'ai passé 6 mois à suivre une chimiothérapie pour un cancer que je n'ai jamais eu, a-t-elle déclaré en pleurant devant la caméra. J'ai perdu mes cheveux, mon travail, j'ai failli perdre ma maison en payant les traitements. Tout cela par cupidité. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris que ma vengeance avait transcendé les questions personnelles. Il ne s'agissait pas seulement de l'humiliation que j'avais subie lors d'un mariage ou des préjugés contre les immigrants. Il s'agissait de rendre justice à des centaines de victimes qui avaient souffert aux mains de médecins criminels qui utilisaient leur diplôme et leur position de confiance pour voler et tromper des personnes vulnérables. L'homme qui avait été qualifié de beau-père de seconde classe était devenu l'instrument de la justice pour des crimes qui avaient touché des milliers de familles. Et tandis que Richard et Victoria Wellington passeraient les 2 prochaines décennies à payer pour leurs crimes, je pouvais enfin dormir en paix, sachant que j'avais fait ce qu'il fallait. La guerre était terminée. Et aussi improbable que cela ait pu paraître quelques semaines auparavant, j'avais gagné. 2 ans après l'opération Asclepio, j'ai reçu une lettre de la prison fédérale de Danbury. Elle était de Richard Wellington, qui demandait à me rencontrer. Ma première réaction a été de jeter la lettre à la poubelle. Mais la curiosité l'a emporté sur le ressentiment. J'ai découvert un homme complètement transformé. Les cheveux gris, le visage vieilli, les mains tremblantes. Il ne restait rien de l'arrogance dont il avait fait preuve au mariage d'Emma. « Robert, dit-il d'une voix brisée, je suis venu te demander pardon. Je ne m'attends pas à ce que tu acceptes, mais je devais essayer. Dr Wellington, vous aviez raison sur tout. Sur la famille, sur les valeurs, sur ce qui compte vraiment. Emma m'a écrit pour me raconter comment vous vous êtes réconciliés. Comment Bradley la respecte pour avoir un père comme vous. Je soupirai. Richard, vous avez perdu 17 ans à découvrir qui j'étais vraiment. Et maintenant, je vais passer les 15 prochaines années à y réfléchir.
Lorsque je suis sorti de prison cet après-midi-là, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la paix. Pas la satisfaction d'avoir obtenu vengeance, mais la sérénité d'avoir rendu justice. Emma m'attendait sur le parking, enceinte de 6 mois. « Comment ça s'est passé, papa ? » « C'est terminé, » ai-je répondu en serrant ma fille dans mes bras. Définitivement terminé. 3 mois plus tard, j'ai tenu mon petit-fils dans mes bras pour la première fois. Emma avait insisté pour qu'il s'appelle Richard Shane Morrison. Pour toi, papa. Pour qu'il sache que la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour. Aujourd'hui, à 50 ans, je dirige mon propre cabinet comptable spécialisé dans les enquêtes financières. Je travaille régulièrement avec le FBI pour aider les familles victimes de fraude médicale. La fondation que j'ai créée avec l'argent de la récompense du FBI a déjà aidé plus de 300 familles d'immigrants à reconstruire leur vie après avoir été victimes de fraude financière. Victoria Wellington a été libérée le mois dernier pour bonne conduite. J'ai appris qu'elle travaille comme réceptionniste dans une clinique vétérinaire dans l'Ohio. Parfois, la plus grande punition est simplement de vivre avec les conséquences de nos choix. Emma et Bradley viennent tous les dimanches pour déjeuner. Mon petit-fils sait déjà dire « grand-père » en chinois. La leçon que j'ai apprise, la dignité n'est pas quelque chose que les autres peuvent vous enlever. C'est quelque chose que vous choisissez de conserver, quelle que soit la façon dont le monde vous traite. Ils ont essayé de me réduire à un beau-père de seconde zone. Au final, ils ont découvert que sous-estimer quelqu'un sur la base de préjugés peut coûter beaucoup plus cher qu'ils ne l'imaginaient. Si cette histoire de persévérance, de justice et de rédemption vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé l'humiliation en victoire. Parce que parfois, être sous-estimé est exactement l'avantage dont vous avez besoin pour gagner.